fois n'est pas coutume, nous parlons de mode. Et oui, je reçois Zelda Citroën, entrepreneuse de la mode. Notre invitée est diplômée de l'école de mode IFM, de l'ISG. Elle sait capter les tendances. Bienvenue. Bonjour Zelda Citroën. Bonjour Fabienne, merci de votre invitation. Alors je vous présente un petit peu et puis on va parler de votre dernière initiative. Vous avez d'ores et déjà travaillé finalement dans le lifestyle, à conseiller des hôtels. Alors sur quoi? C'est ce qu'on aimerait savoir. Et puis même vous avez créé une entreprise dans les turbans. Vous nous parlez un petit peu de ce parcours d'entrepreneuse qui n'est pas fini bien sûr. Avec plaisir. Alors je viens de la mode et de l'entrepreneuriat. J'ai créé, après l'école de mode IFM, une marque de turbans qui a été un succès presse plus que commercial, mais une expérience très riche où j'ai vendu à peu près dans pas mal de multimarques dans le monde et fait pas mal de salons. C'était une merveilleuse expérience. Je me suis ensuite tournée vers le conseil et c'est là que j'ai eu l'occasion de faire de la prospective, de conseiller toutes sortes de marques de mode sur la stratégie, voilà, et des hôtels et des restaurants. Donc ça, c'était la partie un peu plus lifestyle. Sur également des cahiers de tendance, des mood boards inspirationnels. Je travaillais main dans la main avec les architectes au moment des chantiers. Et ce qui est formidable, c'est que, là, vous lancez votre dernière initiative, c'est, le Shabbat Shaboum, et une sorte de rencontre, des rendez-vous, des shabbats conviviaux. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? Alors, Shabbat Shaboum, c'est un Shabbat Festive Club. C'est tout d'abord une expérience. C'est une expérience différente de Shabbat. C'est quelque chose de festif. C'est aller à la rencontre de l'autre. À Shabbat Shaboum, on vient seul ou à deux. On vient ni en famille ni en bande. Alors en général, Shabbat, là, on enregistre, eh bien, c'est, le vendredi, c'est familial et là, vous ouvrez, hein, c'est un écosystème ouvert finalement. C'est un écosystème complètement ouvert. L'idée est vraiment d'aller à la rencontre de l'autre, de se rassembler. Donc c'est un peu ambivalent parce que l'idée c'est de se rassembler. Donc il y a évidemment une idée d'entre-soi, mais d'aller à la rencontre de l'autre, donc se rassembler entre inconnus, se frotter aux autres. Et c'est, je crois que c'est un peu mon poste d'observatrice de l'air du temps qui m'a menée là, ainsi que d'autres choses dont on pourra peut-être parler. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure de la data, tout se fait devant un écran. Eh bien, là, vous recréez des rendez-vous. On va se rencontrer, on va se parler, on va faire connaissance. Donc, vous croyez au lien humain. Je ne crois même qu'au lien humain. C'est l'anti-scrolling et je pense que c'est Vous exactement. luttez contre ça, cette société qui va vers l'individualisme face à l'écran. On ne parle qu'à sa communauté, avec ses affinités, que ce soit de mode, de goût, de sport. Alors moi d'abord, personnellement, je ne lutte contre rien. Je trouve qu'il est plus doux dans la vie d'accompagner les mouvements que Très de bien. lutter contre. Et puis j'ai 37 ans, donc je suis de cette génération très connectée évidemment. Mais je crois qu'il faut toujours nuancer sa vie, ses passions, ses activités, ses hobbies. Et que l'air du temps nous mène particulièrement en ce moment, dans cette période un peu compliquée et anxiogène, à se détacher de son écran et à se rencontrer dans la vraie vie avec des vrais mots, en se parlant vraiment. Et bien évidemment, il y a également cette rupture du 7 octobre. Au lendemain du 7 octobre, vous me dites, «Moi, ça a changé mon ressenti. J'étais française et puis je me suis sentie d'abord juive». Donc cette envie de reconnexion avec enfin reconnexion, elle est peut-être pas perdue, mais de se rapprocher, bah, de personnes juives qui ressentent cette douleur, cette incompréhension des autres, de ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Bien sûr, alors c'est vrai que je me sentais évidemment française et je me sens toujours d'ailleurs très française. Mais avant le 7 octobre, je crois que je croyais j'étais dans une forme de naïveté, que je pensais être ma réalité, c'est-à-dire être une fille parisienne, française, Brune, brune, qui aimait la vie, les amis, la fête, et plein de choses et aussi juive et aussi libérale et aussi 1000 choses. Et je crois que dans les jours ou les semaines qui suivent le 7 octobre, après cet état de sidération qui, je pense, nous a tous un peu empêchés de penser, sur le moment, d'un coup, je comprends, tout me revient, toutes les discussions au tablé de mon enfance, mes grands-parents, la résistance, les survivants.
Et que le j'en massacre surtout de ces millions de juifs, voilà, la douleur, ouais. Mais quand on est de ma génération, je crois, et qu'on a évolué dans un milieu ashkénaze, très porté sur la mémoire, je suis pas sûre qu'on comprenait très bien. Je crois que j'avais pas bien compris, en fait. Et d'un coup, m'apparaît que je suis tout ce que je pensais être, mais quand même un peu, je ne suis qu'une juive aux yeux des gens. Une prise de conscience, voilà. Heu et donc c'est évidemment, cette conjoncture qui m'a fait, avoir cette intuition et ce désir de créer, Shabbat Shaboum. Et c'est, l'idée de se rassembler évidemment, avec des gens qui comprennent, pas forcément des juifs, des judéophiles, des gens sensibles, des universalistes, des gens qui des humains tout simplement Ouais. peut-être. C'est vrai qu'il y a une différence entre ceux qui ont compris que là-bas, au Proche-Orient, il y a un débat pour la démocratie. Quand vous vous décrivez, femme aimant, profiter de la vie, avancer, progresser, créer, s'amuser, danser, bah, ça ressemble à ces jeunes de Nova qui sont morts, ou sur qui on a tiré et qui disent juste: «We want to dance and we want to dance again», hein. Donc c'est des gens qui ont cette conception-là, peu importe s'ils sont juifs ou non, que vous invitez, c'est ça? Exactement, et puis des gens qui ont tout le monde est bienvenu. Alors après, il y a une petite sélection, tout le monde peut apply en tout cas. Donc on vous fait un message privé, c'est ça? On me fait un message privé sur Instagram et ensuite je parle à tout le monde par téléphone, pour toutes les raisons du monde. D'abord parce que j'aime rencontrer des gens et que c'est le désir initial de ce projet, et ensuite pour, organiser des tablées cohérentes, heu, voilà. D'ailleurs, je viens bientôt, j'ai hâte de vivre cette expérience. J'imagine que vous m'avez mis des gens très bien à côté de moi, des voisins très bien. Vous m'avez dit: «On ne sait pas Évidemment. avec qui on ressort». Je vous rappelle que je viens avec mon mari. C'est bien ce que j'ai dit, on vient seul ou à 2, mais Je plaisante. comme j'imagine que vous êtes mariés depuis plus d'1 an et Oh que oui, j'adore les codes, vous n'êtes pas obligés d'être à côté de votre mari. on va bien s'amuser. Alors, vous invitez, des personnes et vous dites: «Mais en fait, moi, c'est dans la tradition familiale». Racontez-nous les Shabbats que vous avez connus. Peut-être pas, tout le monde a des, tablées, de 30-50 personnes. Ça avait l'air assez vif chez vous, hein? Alors oui, alors il y avait ce déjeuner dominical chez mes grands-parents où on était vraiment très nombreux, souvent une grosse trentaine. Ma grand-mère recevait, merveilleusement, et les Shabbats, je les ai connus chez ma tante, maternelle, chez qui, il y avait également des grandes, grandes tablées, très chaleureuses où se mélangeaient les générations, les amis, la famille, et bref, j'ai été élevée dans cet esprit de se rassembler. J'ai été élevée dans j'ai baigné, en tout cas, je ne sais pas si j'ai été élevée, mais j'ai baigné dans un esprit festif où on se rassemblait, où on célébrait la vie et où on en profitait. Je reviens, sur cette, capacité que vous avez de capter les tendances, voire de les accompagner. C'est pas juste une réunion, je dirais: «Bon attends, elle est en train de nous parler d'un Shabbat qu'elle invite ses amis». Non, c'est un concentré de découverte parce que si j'ai bien compris, il y a une dimension culturelle, il y a de la musique. En termes de cuisine, vous êtes une grande experte. Racontez-nous, toute cette alchimie, qui fait que vous créez de la magie avec quoi? La cuisine, des objets d'art, le décor, comment? Racontez-nous. Je crois que c'est d'abord les gens qui créent de la magie, mais en effet, dans un espace, où j'ai sourcé, chaque intervenant, chaque, objet, de l'art de la table, en passant par le musicien qui va jouer de la musique live ou, le chef qui va opérer en cuisine ce soir-là. Tout est sourcé, tout est un peu j'aspire à faire découvrir, ce que j'aime, des gens que j'aime, des artistes que j'aime, un art de vivre qui me parle, et je pense que mélanger, cet esprit-là, cette direction artistique-là avec, des invités, aux facettes, Variés. variées, laisse la place à une magie, laisse la place à un inconnu qui lui-même laisse la place à une magie, joyeuse et festive. Tout en regardant un petit peu ce mystère, cet inconnu, les gens se disent: «Mais qu'est-ce qu'on va manger?» Si j'ai bien compris, il y a des origines ashkénazes, séfarades. Là, je parle de cuisine. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur la table? Moi, je suis très ashkénaze, mais Bravo! ça Hein? ça change à chaque fois parce qu'il y a un peu l'esprit d'un club où j'espère que les gens vont avoir envie de revenir, donc je pense que c'est plutôt agréable de pas manger la même chose à chaque fois. Ça dépend du chef, ça dépend de mes envies, ça dépend de la saison. J'essaye de sourcer des produits, de saison,
le je source tout en tout cas. La reine du sourcing. Je suis contente d'avoir été sourcée. On pourrait dire, mais d'où sort-elle, cette femme qui a plein d'idées? Il y a peut-être quand même un ADN assez puissant chez vous. Citroën, vous avez bien retenu ce nom, mais oui, vous êtes l'arrière-petite-fille d'André Citroën, cet inventeur génial de la marque Citroën. On parle de 300 modèles, hein, rappelez-vous, créé en 1919. Bien, cette aventure entrepreneuriale, s'il en est, bien, l'aventure Citroën, moi, ce qui m'a frappé également, c'est que c'était non seulement dans l'industrie automobile un inventeur génial, mais également un expert de la communication extraordinaire. C'est lui qui a affiché Citroën sur la Tour Eiffel pendant des mois. C'était pendant 1925. Racontez-nous cette historique, ce lien. C'est un petit peu loin, mais quand même, cette magie, ce génie, je crois qu'on le retrouve chez vous. Hein. Ah bah c'est gentil. J'y étais pas en 1925. Non, Hein. mais vous avez dû en entendre parler, c'est ça que je veux dire. Et il avait ce sens de la publicité quand même. Dans le ciel, il y avait des avions qui passaient avec marqué Citroën. Aujourd'hui, avoir sa marque sur la Tour Eiffel pendant 6 mois, ce serait un peu impossible. Hein. Déjà, l'idée, elle est géniale. Bah alors là, figurez-vous que pour le centenaire, la marque Citroën a remis un logo apparemment sous le premier étage de la Tour Eiffel. Oui, je sais pas tellement quoi vous en dire parce J'ai pas que trop entendu parler. si, bien sûr, mais vous savez, porter un nom comme ça et être descendante de personnes si illustres qu'on n'a pas connues. Oui, on dit c'est dur de se faire un prénom quand on a un parent qui a réussi. Bah là, c'est quand c'est l'arrière-grand-parent. Oui, qui marque autant. alors je crois que justement, j'ai la chance que ça ne soit pas un parent, donc je n'en ai que le magnifique nom et la magnifique histoire, et pas le poids. Et je suis assez reconnaissante de ça. Et je vous demande pas avec quelle voiture vous venez au Shabbat Shaboum. Écoutez, merci beaucoup Zelda Citroën, parce que pour se faire un prénom, en tout cas, c'est fait, on le retient très très bien, après un nom si célèbre, et puis ça donne envie de participer, de suivre vos rencontres. C'est pas toutes les semaines, si j'ai bien compris. C'est pour l'instant une fois par mois. Une fois par mois. Une nouvelle initiative à impact, parce que ça ressoude les gens qui sont universalistes. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau quand on veut avoir de l'impact? Une dernière petite question, c'est le printemps, on approche de l'été, où allez-vous en vacances? Je ne sais pas si vous avez déjà des idées. Zelda, est-ce que vous penseriez à l'Allemagne? Alors, je vais vous faire une confidence, je n'ai jamais mis un pied de ma vie en Allemagne. Eh bien, il y a une première à tout, et je vous propose d'écouter son meilleur chantre, Bénédicte Richer, directrice de l'Office national du tourisme allemand, parce qu'elle nous parle notamment du tourisme responsable. Vous qui êtes une femme avec une conscience responsable, ça peut vous intéresser, on l'écoute. L'Allemagne est de par nature une destination responsable, elle est accessible depuis Paris et la France en train. On a 26 relations quotidiennes ferroviaires, donc c'est quand même pas rien pour rejoindre une destination qui en plus offre la possibilité d'avoir des hébergements, des activités éco-responsables. On a d'ailleurs à l'Office national allemand du tourisme développé une carte d'Allemagne avec la possibilité pour les touristes qui le souhaitent trouver la ville, la région, des hôtels éco-responsables avec des restos locavores, éco-responsables, éco-pensés, etc. Alors, cette année en Allemagne, on a Chemnitz qui a été élue ville culturelle pour 2025. Et donc Chemnitz, qui est une ville de l'ancienne Allemagne de l'Est, dans la Saxe, vraiment l'Est de l'Allemagne, qui est une ville riche d'une culture industrielle incroyable, avec des musées incroyables également. C'est une ville qui mérite d'être découverte et le plus rapidement possible. En plus, cette année, c'est une ville culturelle, donc avec un programme assez incroyable. Je vous invite à vous connecter sur notre site internet de germany.travel pour aller voir le programme des activités qui se dérouleront dès cet été à Chemnitz. La dimension culturelle de l'Allemagne est encore une fois, j'ai envie de dire, naturelle. C'est la destination numéro 1 pour tout le touriste culturel des Européens.
plus de 340 restaurants étoilés au guide Michelin, des ouvertures de restaurants tous plus extraordinaires les uns que les autres se font régulièrement. Il y a sur le site Europa Park un parc frontalier dans la région de Fribourg qui a lui un restaurant semi-gastronomique qui permet une expérience immersive incroyable où vous mangez des plats préparés par de grands chefs dans des environnements complètement différents. Vous êtes assis à table et vous voyagez, votre table bouge et en fonction de l'environnement dans lequel vous allez vous manger quelque chose de différent. Enfin, la gastronomie en Allemagne est à découvrir. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça vous a donné l'idée, l'envie d'essayer un de ces jours l'Allemagne. Un petit début d'envie. Merci Zelda Citroën d'avoir été notre invitée. Bonnes vacances. Merci Fabienne. Le chiffre du mois, on passe à la rubrique le chiffre du mois, c'est 90%. La Commission européenne a en effet pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne de 90% en 2040 par rapport à 1990. Eh bien, cet objectif fait l'objet de tractations très sensibles entre les 27 pays. Paris est contre. La France refuse que le plan de décarbonation 2040 de l'Union européenne rehausse l'objectif de déploiement des énergies renouvelables adopté en 2023 dans une directive parce que Paris veut l'avoir remplacé par un texte qui traiterait le nucléaire à l'égal de l'éolien et du solaire. Et oui, c'est l'un des grands enjeux du siècle, peut-être même le principal. Et pourtant, le changement climatique semble ne plus être une préoccupation majeure en ce moment. Jean Jouzel, qui est le climatologue, ancien vice-président du GIEC, alerte sur la question et il s'en désespère. Il dit pourquoi ça n'imprime pas. Je crois que c'est peut-être à cause de la difficulté de l'action, parce que chacun d'entre nous est concerné. Il sort un ouvrage, Les orphelins de la planète, avec des co-auteurs. Ce sont les jeunes, ces générations qui risquent d'être sacrifiées à cause du déni ou du confort des précédentes. Ils auront du mal, dit Jean Jouzel, et ce sera même une impossibilité dans certaines régions à s'adapter au réchauffement climatique qu'ils connaîtront dans la deuxième partie de ce siècle. Voilà, encore un sujet, le changement climatique, dont il faut s'occuper chaque jour. Tout de suite, on passe à une séquence IA. Impact Business va à la rencontre des acteurs de l'innovation et notamment de Xavier Fischer. Avec son frère Lucas Fischer, il a créé la start-up française Datacalab, spécialisée dans la compression d'algorithmes. Et l'IA s'est fait racheter cette start-up par Apple. C'est pas rien, elle avait été fondée en 2017 et au début, Datacalab était spécialisée sur l'analyse des visages. Cette technologie est utilisée pour détecter le port du masque en période de Covid, ainsi que pour mesurer les émotions des spectateurs du cinéma. Eh bien, elle a eu de plus en plus d'applications. Donc, rachetée par Apple, c'est magnifique. Il nous a tous fait impression, Xavier Fischer, lors de l'événement Finance et AI, menaces ou opportunités du FSGU. Alors, peut-on dominer la technologie? C'est la question que je lui ai posée. Il faut la dominer, on l'écoute. Le monde dans lequel on est absurde. Se faire la guerre, quand des gens se tuent et tout ce qui se passe, c'est juste l'horreur. Et donc, il y a des choses comme le nucléaire qui ont créé l'horreur, mais qui ne sont plus utilisées, on n'espère plus jamais, mais qui permettent de dissuader. Moi, la question que je vais poser, à laquelle je n'ai pas la réponse, mais que je vois en ce moment, il y a beaucoup de boîtes de défense, de souveraineté qui se montent. Typiquement, des entreprises qui disent je peux fabriquer des drones pour 1 000 $. Donc du coup, demain, je pourrais envoyer des drones, 10 drones sur un soldat. Donc si un soldat est sur le champ de bataille, j'envoie 10 drones dessus, le soldat, il n'y a plus de soldat. Et donc, finalement, ça va être le nouveau pouvoir de dissuasion. Et peut-être qu'on peut créer un monde dans lequel on ne meurt plus à la guerre. Donc en fait, encore une fois, la question c'est est-ce qu'on va tuer plus de gens ou moins de gens? Et c'est là où l'homme qui contrôle la machine va créer la chose avec ses valeurs. Le point clé, c'est qu'il faut que les gens qui gouvernent et que les gens qui décident soient les gens qui savent ce qui se passe dans la machine. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui prennent la parole ne sont pas les gens qui savent exactement comment la technologie fonctionne. Même moi, je ne pense pas avoir le niveau technique suffisant pour être celui qui seul décide si cette technologie doit être déployée ou pas. Mais par contre, je connais les gens qui sont ceux qui font la recherche profonde dans ces sujets et je sais leur parler. Et je pense que comme dans la religion, parfois on le retrouve, mais c'est dans toutes les religions finalement. On peut étudier des textes, en débattre, comprendre ce qu'on va en faire. Il faut qu'on fasse la même chose avec la technologie.
pouvoir voir ce qu'on veut faire du monde de nos enfants. Je pense que le sujet dans lequel vous ne perdez pas d'argent, si vous êtes capable de tenir des investissements sur 5-10 ans, c'est d'investir dans les infrastructures. Donc investir sur du Nvidia, sur du AMD, sur du ARM, sur du TSMC, sur du Supermicro, sur du Dell. C'est tous les gens qui déploient les data centers. Voilà, je peux vous dire que quand Xavier Fischer a quelque chose, il faut l'écouter. Il est jeune, mais est vraiment expert de l'IA, extrêmement prometteur. Impact Business, voilà, c'est fini. Vous fait découvrir quelques innovations. Merci de nous avoir suivis à la radio, sur DAB+, sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, l'impact, c'est à la portée de tous. Merci de votre attention.